programme vous est offert par Illico Cash. Le monde entier a les yeux braqués sur l'Angola où séjourne le président américain et quelques chefs d'État de la sous-région, dont Félix Tshisekedi. Ils discutent au sujet du corridor de Lobito qui devrait traverser tout le pays en direction de Lualaba pour le transport des matières premières. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2025 a été examiné au Sénat et confié à la commission ECOFIN. Vous suivrez dans ce journal au micro de Grace Salambo quelques réactions des élus. Et nous nous rendrons enfin à l'IGF pour parler du décès de Victor Batoubenga, l'adjoint de Jules Alingueté décédé en Belgique le mois dernier. Le chef des services a rendu hommage à un héros élevé à ce rang justement par le président de la République lui-même dans l'ordre Kabila Lumumba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État prend part ce mercredi en Angola à une réunion multilatérale sur le corridor de Lobito. Aux côtés de ses homologues, João Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie, Joe Biden des États-Unis et du vice-président tanzanien. Plus tôt dans la journée, le président Félix Tshisekedi et ses homologues ainsi que le vice-président tanzanien avaient visité le port de Lobito et l'usine Carino Food Processing Factory, principale industrie agro-industrielle d'Angola. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Mais que cache cette visite en Afrique du président américain arrivé fin mandat? Quels en sont les dessous des cartes? Nos confrères de la chaîne française LCI ont commenté cette actualité et nous vous en proposons un extrait choisi par Christian Kalangi. L'économie des 20-30 prochaines années se décidera à partir de ces minéraux stratégiques qui se trouvent au Congo. Et l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden arrive en Angola, est arrivé hier soir, c'est précisément pour signer et continuer à investir dans un chemin de fer qui part de la côte angolaise et qui va jusqu'au cœur, jusqu'au Kivu, jusqu'au cœur du Congo, où se trouvent précisément les principales ressources minérales. Ce que produit le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est le premier déjà producteur africain de cuivre, c'est considérable. C'est aussi le premier producteur mondial de cobalt, la première réserve mondiale de coltan, la 7e réserve mondiale de lithium, et toutes ces matières premières, ces minéraux et d'autres terres rares sont indispensable à la fois pour l'économie numérique, pour faire les composants électroniques, mais également pour l'économie de la voiture électrique et de tout ce qui sera électrisé plus tard, c'est-à-dire l'économie verte. Absolument. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il le fait de façon plutôt cash, si je peux me permettre l'expression, parce que par exemple dans le briefing de la Maison-Blanche qui a eu lieu juste avant son départ, quand on posait la question, mais attendez, c'est clairement un projet contre la Chine, et il disait, attendez, ils ont déjà 80%
de ce marché-là sur le Congo. Ils ont pris une longueur d'avance sur nous, indiscutablement. Mais nous, faire en sorte que 100% des productions ne partent pas en Chine, c'est l'objectif de la prochaine administration. Parce que derrière, vous le voyez bien, il y a l'idée que ce projet-là, c'est pas un projet. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2025 a été examiné au Sénat et confié à la commission ECOFIN. C'était au cours de la plénière présidée par le speaker de la Chambre des sages, Jean-Michel Sama-Lukonde. La présentation de l'économie de ce projet de loi des finances a été faite par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji. Grâce Salambo Chako Ankoni signe ce reportage. Le projet de loi des finances exercice 2025 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 49 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Au nom de la première ministre, le ministre d'État en charge du budget a présenté l'économie de ce projet de loi aux sages du pays. En croire Aimé Boji, ce projet de loi des finances traduit fidèlement le programme d'action du gouvernement souminois. La présentation de l'économie de ce projet de loi des finances a été suivie d'un débat général long de près de 6 heures, ponctué par des interventions musclées et les recommandations des sages de la République visant l'amélioration du contenu de ces projets de loi. Plusieurs préoccupations et des questions ont été soulevées à l'attention du ministre d'État en charge du budget, centré essentiellement sur l'économie, la politique et la croissance économique pour l'amélioration du social des Congolais à travers l'orientation de plus des fonds d'investissement vers les provinces dont la Chambre et l'émanation. Après les réponses du ministre d'État, Aimé Boji, le texte a été confié à la commission ECOFIN qui dispose de 6 jours pour l'examiner en profondeur et l'améliorer. Lors de l'examen de la loi des finances, exercice 2025, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les élus des élus, comme vous venez de le suivre dans ce reportage. La sénatrice Arlette Bahati Tito, élue de Kinshasa, a plaidé pour les intérêts vitaux des Kinois. C'était au micro de Grâce Salambo Chako Ankoni, une fois de plus. La parole est à l'honorable Bahati Tito. Dans la présentation du projet de finances sous examen, le budget national 2025, tel que communiqué par le ministre du budget, est estimé à 51 milliards, soit plus ou moins 17 milliards en dollars. Dans le cadre de répartition des recettes à caractère national, il est prévu de transférer une quantité de 40% aux provinces. En particulier pour la ville province de Kinshasa, ce montant est estimé à 1,454 milliard, soit 500 millions. Je souhaiterais obtenir une réponse claire et précise de la part du ministre du budget. Comment pouvons-nous être rassurés du transfert et décaissement effectif, réel et non théorique du montant alloué en particulier à la ville province de Kinshasa, surtout qu'elle ne bénéficie pas des PDL 145 territoires. Honorable Président, ni besoin de vous rappeler que la ville province de Kinshasa est devenue aujourd'hui infernale. Nous décrions tous l'insécurité, l'insalubrité, les embouteillages, honorable Président, l'obscurité. Nous côtoyons régulièrement la mort à travers le phénomène Kuluna et j'en passe. Tout ceci entremêlé forme un environnement apocalyptique, à croire que nous sommes en enfer. Pour y faire face, j'insiste formellement, avec précision et certitude, de la part du ministre du budget sur le transfert effectif des ressources allouées à ma province en vue d'améliorer la vie de nos concitoyens. Bonne nouvelle pour les pétroliers en République démocratique du Congo. Leurs manques à gagner sont déjà disponibles. Ce mardi 3 décembre 2024, Daniel Mukoko Samba, VPM en charge de l'économie, a reçu dans son cabinet de travail 14 banques partenaires du gouvernement pour s'entretenir à ce sujet. Selon le ministre de l'économie, le gouvernement a déjà disponibilisé les fonds pour pallier à ce problème. Ensuite, à la perte enregistrée lors de la hausse du prix de pétrole. Ces échanges ont gravité autour des modalités pour les paiements des manques à gagner que les pétroliers ont connus suite à la baisse des prix du carburant. Le vice-premier ministre en charge de l'économie
a annoncé aux banquiers que le gouvernement a déjà disponibilisé le fonds pour les paiements des 10 manques à gagner des pétroliers, fonds qui seront logés dans l'une de ces banques. Daniel Mukoko Samba a eu à marteler sur les nivellements des fonds collectés par les banques collectrices vers la banque centraliste en déant les 24 heures qui suivent la collecte. Par rapport au prix à la pompe et les subventions que le gouvernement a mis en place pour pouvoir réduire le prix à la pompe, cause des pertes et manques à gagner auprès du secteur public qui réclame à ce jour le paiement. Donc au mois de décembre, nous avons fait un premier tirage pour le paiement de ces pertes et manques à gagner. Et nous avons fait maintenant la deuxième étape, un deuxième tirage afin de solder ces pertes et manques à gagner auprès du secteur pétrolier afin d'éviter la moindre pénurie au sein de la RDC. À la question de savoir si le gouvernement peut compter sur ses banques partenaires, la réponse de Mme Gisèle Mazengo de la Raobank rassure. Le gouvernement peut très bien compter sur le banc pour la collecte de fonds, pour sécuriser la problématique sur le financement des pétroliers. Il n'y a pas de souci, les banques sont là, elles font leur travail pour accompagner le gouvernement. Séance tenante, les banquiers ont promis au vice-premier ministre en charge de l'économie qu'ils seront à mesure de payer ce manque à gagner avant la fin de ce mois de décembre 2024, cela après les formalités d'usage. Cette séance de travail s'est clôturée par la présentation du contrat de financement entre le gouvernement et les banquiers pour les paiements attendus de tout le vœu par les pétroliers en République démocratique du Congo. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu un collectif de jeunes dénommé Goma Actif. Objectif est de solliciter l'accompagnement de la ministre dans la prise en charge des enfants qui vivent dans des camps des réfugiés aux alentours de Goma. Goma Actif, un collectif de jeunes apolitiques et laïcs vivant dans la capitale du Nord Kivu, a, sur demande du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, été reçu par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Nous avons été reçus par le chef de l'État, le président de la République, c'était hier, et où nous lui avons remis la note de plaidoyer en faveur des enfants qui souffrent, qui sont dans le camp des déplacés. Et c'est le président de la République qui nous a directement mis en contact avec la ministre des Affaires sociales, Excellence Madame Aziza Mounana. Et c'est avec elle, nous venons de parler en long et en large. Nous avons aussi bénéficié de son expérience, de ses conseils, et ensemble nous avons discuté à cœur ouvert sur les problèmes qui touchent ces enfants-là qui souffrent. Et nous sommes très contents parce qu'elle nous a écoutés et elle nous a promis qu'elle pourra aussi nous accompagner. Ces jeunes sont venus plaider les cas des enfants des déplacés dans différents camps de Goma et se dit satisfait de l'attention soutenue accordée par Nathalie Aziza Mounana. Ce plaidoyer consiste à demander au gouvernement, aux décideurs, de se souvenir de ces enfants-là qui sont dans des camps, dans des conditions inhumaines. Chaque jour, un geste d'amour, solidarité pour le Congo et les slogans du collectif Goma Actif. Toujours attentive, Nathalie Aziza Mounana se dit prête à accompagner toute initiative allant dans le sens du bien-être social. Lancement à Kinshasa de la campagne de mobilisation de levée des fonds organisée dans le cadre du programme de relèvement socio-économique des personnes vulnérables, une campagne qui vise la mobilisation des fonds pour appuyer les activités du plan de contingence pour le relèvement et la stabilisation socio-économique de la population. Le programme de relèvement socio-économique de groupes vulnérables, des personnes nécessiteuses, ainsi que des dépendants des forces de défense et de sécurité à travers l'appui à la sécurité alimentaire et la protection sociale a été au centre d'une campagne de mobilisation de levée de fonds en RDC. Voilà pourquoi nous avons baptisé cette campagne « Nul n'est à l'abri de la vulnérabilité, agissons maintenant ». Pour le leadership, nous devons agir parce que si nous-mêmes ne mettons pas la main à la pâte, ce n'est pas les autres qui le feront. Nous devons mettre fin à la main tendue et considérer que les ressources, nous les avons chez nous. Les directeurs de cabinet du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Francis Lubamba Lungunda,
représentant la ministre a lors de son intervention assuré de l'appui et de l'accompagnement de la mise en œuvre des activités liées à cette campagne de collecte de fonds. Ce programme a reçu l'approbation de l'autorité de tutelle, en l'occurrence le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui a aussi mis en place au sein du FNPSS une commission technique interministérielle pour le suivi du Prosécal-PS. Et donc il est important que le FNPSS soit encouragé. Pour mener cette campagne, il y a la collaboration avec les influenceurs, les leaders d'opinion, les leaders communautaires, ainsi que les médias classiques et les réseaux sociaux. Cette collaboration va permettre à la population et à toute personne intéressée d'être sensibilisée. La première phase de la campagne de levée de fonds a été lancée par l'ancien ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, au montant de 50 millions de dollars américains. Décédé en novembre dernier à Bruxelles de suite d'une maladie, l'inspecteur général chef des services adjoints de l'IGF, Victor Batubenga, est élevé à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba et aussi secrétaire général émérite de la fonction publique par le président de la République. L'annonce a été faite respectivement par l'inspecteur général chef des services Jules Nguete et par le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Séminaire de formation. À l'esplanade du Palais du Peuple, le directeur de cabinet du chef de l'État, les personnalités politiques des tous bords, les inspecteurs des finances et hommes d'église sont venus rendre hommage à celui qui a rendu des bons et loyaux services à la nation, Victor Batubenga, inspecteur général des finances, chef de service adjoint de l'IGF, décédé le 23 novembre dernier à Bruxelles à l'âge de 65 ans. Il s'agit des hommages officiels à la taille d'un homme épris des valeurs, d'où son élévation à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba et aussi comme secrétaire général émérite de la fonction publique par le chef de l'État. Jules Nguete, inspecteur général chef de service de l'IGF, regrette la disparition d'un héros. Est un héros pour sa famille, un héros pour ses amis, un héros pour son église, la Bonne, un héros pour l'inspection générale des finances, un héros pour toute la nation congolaise. Voilà pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cause des mérites de ce grand homme, à cause de sa contribution dans le travail de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vient de signer une ordonnance qui sera liée à la télévision nationale, admettant Victor Batubenga Pandamadi dans l'ordre national des héros nationaux Lumumba Kabila. Sous une pluie battante, la dépouille mortelle s'est dirigée vers le siège de l'inspection générale des finances où des hommages professionnels ont été rendus à l'illustre disparu. Victor Batubenga Pandamadi a travaillé dans plusieurs directions de la DGRAD avant de rejoindre l'IGF. Le tandem Nguete Batubenga reste jusqu'à ce jour le duo qui a marqué l'histoire de l'inspection générale des finances dans la lutte contre la criminalité financière. Fervent serviteur de Dieu, l'inspecteur général, chef de service adjoint de l'IGF, Victor Batubenga, a été porté en terre au cimetière Mbenseke Nouvelle Cité 2. Que son âme repose en paix. Il faut des grandes et courageuses réformes pour l'atteinte des objectifs au sein du ministère de la formation professionnelle et pour y arriver, il faut nécessairement des moyens. C'est ce qu'a soutenu le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, lors d'une séance de travail importante avec les députés nationaux, membres du bureau de la commission socio-culturelle.
Représenté par les députés nationaux Jean-Simon Fouti-Kiakou, deuxième vice-président, et Motangaliema, ainsi que André Mouchongo, les rapporteurs, le bureau de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale a échangé ce mercredi avec le ministre de la formation professionnelle qui avait à ses côtés l'administration et son cabinet réunis. Venu personnellement s'entretenir avec Marc Ekila dans son cabinet de travail sur leur démarche, les élus du peuple entendent accompagner celui qui gère ce vaste secteur pour l'aider à réussir sa mission et ont compris que depuis son avènement à la tête de ce portefeuille, l'on parle du secteur de la formation professionnelle plus que ce n'était le cas avant. Ainsi, comme les choses bougent, il faut accompagner le ministre, a indiqué Jean-Simon Fouti, chef de délégation. Nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour que nous puissions apporter le meilleur possible qui permette à ce que ce ministère fonctionne de la meilleure manière, pour autant que cela dépendrait des députés. Pendant près de 2 heures, les députés nationaux, hôtes du jour du ministre, ont été édifiés sur l'état des lieux de son ministère, sa vision et les réformes envisagées, dont celles déjà en cours. Tout a été expliqué par le ministre Ekila, qui a épaté ses hôtes de par sa maîtrise en seulement 5 mois à la tête de ce ministère. C'est un secteur très important de par le fait de la détermination du chef de l'État pour la création de la nouvelle classe moyenne. Vous devez comprendre qu'il englobe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre de ce qui se passe là et là avec le comportement de certains désœuvrés qui ne sont pas forts. Dans leurs préoccupations, le bureau de la commission socioculturelle a évoqué la problématique de la construction des centres même dans le fin fond du pays. Une suggestion qui a eu sa réponse dans l'exposé du ministre, qui a déjà présenté un projet en ce sens au Conseil des ministres, ciblant 7 zones géographiques pour desservir toute la République. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux et le personnel administratif ont été sensibilisés contre le VIH-Sida. Cette sensibilisation a eu lieu sous le thème « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030 ». La lutte contre le VIH-Sida est une affaire de tous. C'est pour lutter contre ce fléau que les honorables députés, les membres des cabinets, les assistants parlementaires et les personnels administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été sensibilisés autour du thème « Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030 ». Dans son mot des circonstances, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Chinyama Nzolantima, qui porte à cœur cette lutte, a loué les efforts consentis dans cette lutte pour arriver à son éradication d'ici 2030. Nous nous réunissons aujourd'hui pour réaffirmer notre engagement collectif dans la lutte contre cette pandémie qui continue d'affecter des millions de vies à travers le monde. Il est impératif d'éduquer nos concitoyens sur les modes de transmission, les modes de prévention et l'importance du dépistage. Ensemble, nous devons veiller à ce que les traitements soient accessibles à tous, en particulier aux populations vulnérables. Nos politiques doivent être orientées vers l'égalité d'accès aux soins. Au nombre des intervenants, le docteur Patrick Panzou Kanga du PNMLS qui est revenu sur les différents contours du VIH-Sida, de la prévalence à la transmission, en passant par la manifestation et la prise en charge. S'en sont suivis de quelques témoignages des personnes vivant avec VIH. L'Assemblée a été également enseignée à la bonne utilisation des préservatifs et du lubrifiant par Madame Bébête Pagna. Vous tournez, vous posez sur le lit, même avec les préservatifs, tu peux mettre le lubrifiant. L'honorable Chinyama Nzolantima promet de ne ménager aucun effort pour poursuivre cette lutte aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'écroulement du pont Futsumo dans la province du Sankourou, la population peine à vaquer à leurs activités commerciales. Aucune solution n'est jusque-là trouvée. De ce fait, en attendant la solution du gouvernement pour la réhabilitation, la population se tourne vers une seule solution, en port et en route de Wemambolo pour soulager leurs difficultés. Le port Wemambolo est actuellement la véritable solution alternative provisoire pour les usagers de la route nationale numéro 7, Benadi Belelodja, et c'est
après l'écroulement du pont Futumo, un des 11 ouvrages sur la RN7. Le port de Benadi-Bélé et Lodja, qui isole la ville de Lodja, principal centre économique de la province du Sankuru, demeure une source de préoccupation pour tous les usagers de la RN7. Face à cette situation dramatique et en attente d'une solution pérenne, la fondation Echuka du député national Lambert Mendeo Malanga, élu de Lodja, met à la disposition du public cette solution alternative consistant à utiliser les ports et la route Wemambolo à partir de la rivière Loubefou, un affluent du Sankuru à quelques encablures de Benadi-Bélé. Moi-même, je fais la route de Lodja jusqu'au port où je me trouve à cet instant. La route est très praticable. Mais maintenant que j'ai vu moi-même de mes propres yeux, je leur dis que nous tous mobilisons-nous comme un seul homme à soutenir cette bonne œuvre et commençons déjà à faire nos travaux ici au port Wemambolo. Sans rupture de charge, entre Benadi-Bélé et Wemambolo, les embarcations peuvent débarquer leur cargaison dans ces ports ou par une route carrossable de 90 km de serre. Comme technicien, chauffeur et à maison l'offre, n'ayaki ko contrôler nzela na moni nzela eza bien. Tobandoya. Au port Wemambolo, Lambert Mende a érigé un entrepôt moderne. Un dépôt très impeccable aussi, avec des palettes partout. Donc on ne déposera pas les histoires sous le sol. Il y a des palettes partout. Et un dépôt qui a une longueur de plus de 100 mètres et une largeur d'à peu près 50 mètres. En tout cas, même s'il faut décharger un bateau de n'importe quelle dimension, on ne saura pas tout mettre dans ces dépôts. La route Wemambolo permet aussi de rallier les territoires de Katakokombe. Grace Nehema Paininine se démarque comme une femme très impliquée dans la politique avec ses interventions en faveur de la population du Bazuélé. Elle lance un appel à l'unité aux filles et fils de sa chère province. Objectif, booster le développement de cette province. La députée nationale élue du territoire de Ango dans la province du Bazuélé, questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grace Nehema Paininine, remercie les filles et fils du Bazuélé pour un accueil chaleureux réservé lors de la visite pour la 1e fois du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le dimanche dernier à Bouta, où la questeur adjointe avait lancé un message fort de l'unité aux acteurs politiques de la province du Bazuélé. Message d'espoir qu'on veut nous dire. Il y a de l'espoir pour le Bazuélé, plus précisément. Pourquoi je dis ça? Comme vous venez de le dire, c'est la chanson qui est chantée chaque jour. Bazuélé maudite, et d'ailleurs le nom Baouélé, à chaque fois on pense à ce que c'est toujours bas, c'est toujours inférieur à d'autres provinces. Et pourtant c'est faux. D'ailleurs, la présence régulière du chef de l'État prouve à suffisance que non, cette province est considérée et il tient vraiment au changement. Approuvé par les acclamations de la population présente pour son accueil, estime la députée nationale Grace Nehema. Nous savons que le projet 145 territoires, il tient à ça, il est derrière ça. Et avec les élus ensemble, je sais que nous serons les plus heureux. Après le mandat du chef de l'État, nous ne cesserons jamais de lui remercier. C'est un don de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce et protégeons-le. Surtout prions pour le président de la République parce qu'on n'a jamais vu de pareil. Il faut rappeler que cette parlementaire était à la base d'une grande mobilisation pour l'accueil du chef de l'État à Bouta dans la province du Bazuélé. Retour sur la semaine congolaise du tourisme organisée récemment à Kinshasa, des assises qui ont connu également la participation du directeur général adjoint de l'INPP, Patrick Sumpi Kaembe, qui a évoqué la professionnalisation de son institution. Outre les échanges, plusieurs événements et activités ont été au programme lors de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme qui s'est tenue récemment au Palais du Peuple à Kinshasa. Intervenant en tant que panéliste, le directeur général adjoint de l'Institut national des préparations professionnelles, Patrick Sumpi Kaembe, a évoqué la question de la professionnalisation de son institution. Oui, l'INPP a un déploiement à travers toute la République. Mais il faut que partout où l'INPP se trouve, que dans l'identité où l'INPP est représenté aujourd'hui, que les besoins en formation de métiers liés au tourisme soient portés à l'INPP pour que l'INPP puisse d'abord professionnaliser ce métier-là et
permettre aux entreprises ou aux sociétés qui sont dans le secteur d'avoir le personnel. Par ces assises, le gouvernement a envisagé mettre en valeur les atouts touristiques du pays pour attirer les investissements. Une belle occasion pour l'INPP qui veut mieux vendre ses services et les talents de ses apprenants dans ces secteurs. Ouverture par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de l'atelier de renforcement des capacités en assurance qualité et des responsables des cellules internes dans la ville de Kinshasa. Suivez plus de détails dans ce journal, dans ce reportage. Dans l'objectif de renforcer les capacités des agents et cadres du secteur universitaire, les réseaux africains francophones des agences nationales des assurances qualité organisent un atelier appuyé par l'agence universitaire francophone. Les réseaux africains francophones des agences nationales des assurances insistent sur les systèmes éducatifs qui doivent de plus en plus être en adéquation et en convergence avec les systèmes africains et mondiaux d'assurance qualité, afin que les établissements congolais africains puissent offrir une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs clés du développement de la République démocratique du Congo. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a ouvert les assises sur le renforcement des capacités. Il s'agit là d'impératifs non négociables si nous voulons garantir la visibilité internationale de nos établissements et attester que les activités de formation et de recherche rencontrent bien les standards internationaux et les besoins de la société. Et le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort avec le concours de la chef du gouvernement pour hisser notre système éducatif à la hauteur de nos nobles ambitions d'un pays émergent. Cet atelier vise à renforcer les capacités du personnel, à sensibiliser et à s'engager dans la promotion de la culture de la qualité et accompagner les responsables CAQ de la conférence provinciale des chefs d'établissement de la ville de Kinshasa à appliquer le référentiel d'auto-évaluation institutionnelle en vue des évaluations externes. Au regard de ces multiples actions menées dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire dans le Congo central, le patriarche Simon Floribert Mbachi, ancien député et gouverneur de cette province, a reçu le titre de docteur honoris causa. Le diplôme lui a été décerné à l'université Congo depuis Mbanza-Ngungu. La salle polyvalente de l'université Congo de Mbanza-Ngungu a servi de cadre le week-end à la cérémonie essentiellement académique pour l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au gouverneur honoraire Simon Floribert Mbachi. Plusieurs invités sont venus répondre à l'invitation, notamment le vice-gouverneur ici représentant le gouverneur du Congo central. Lors de son adresse, il a salué le pragmatisme du gouverneur honoraire Mbachi qui, grâce à lui, l'université Congo est ce qu'il est aujourd'hui. Il a sanctionné son adresse par les pensées des trois auteurs philosophes qui a retenu l'attention du public. Les sciences politiques m'ont demandé d'être le promoteur. Je n'ai pas hésité un seul instant parce que pour moi, ce n'était pas non seulement un honneur, mais une fierté. Juste après son allocution, les professeurs membres du jury ont soumis le récipiendaire Mbachi à tenir son exposé devant le public. C'est ce qu'on appelle leçon publique. Awa biso penso ke kulutu Simon Floribert Mbachi atamboli lokola elenge oyo alingaki mingi bato ke amilingaki ye moko. Juste après la leçon publique du récipiendaire, les membres du jury se sont retirés à huis clos avant de proclamer le procès-verbal qui atteste et décerne le diplôme de docteur honoris causa à Simon Floribert Mbachi. Après, s'en est suivi du port de toge. Signalant par ailleurs qu'à dater de ce jour, la salle polyvalente est baptisée Simon Floribert Mbachi en raison des bienfaits accomplis par l'homme. De passage à Lubumbashi avant de rallier Kamina, après sa participation à la conférence des gouverneurs académie, l'interfédéral adjoint en charge de l'administration à l'interfédération du parti politique AREP dans l'espace Grand Katanga a animé des activités politiques. Félix Kassongo Sendwe a transmis au cadre du parti les instructions de l'initiateur de AREP, Guilwando Moyo.
Il s'est tenu à ce jour une série d'activités menées par Félix Kassongo Sendoué du parti AREP qui accueille en premier lieu l'association des femmes ressortissantes de l'Équateur. Pendant cet échange, il saisit l'occasion d'interpeller ces femmes à s'engager pleinement dans les activités politiques assignées par la Fédération du Haut-Katanga et le secrétariat urbain exécutif de Lubumbashi. Grâce à l'implication incontestée du secrétaire général de l'AREP, Maître Richard Kamikalele, la configuration a été redorée il y a peu. Il a en sa qualité d'ex-député national dans la circonscription électorale de Lubumbashi reçu les comités gestionnaires de ces bases politiques des quartiers Kilobelo et Kamasakasa dans la commune annexe autour des projets d'entrepreneuriat et de leur engagement au sein d'AREP. Moment crucial de sa journée, Félix Kassongo s'est longuement entretenu avec Kadima Mubenga Madino, nouveau secrétaire exécutif fédéral d'AREP au Katanga. Cette rencontre conviviale a été axée sur les modalités de collaboration entre l'interfédération et la fédération des structures, avec entre autres le rôle de la coordination pour la première et de la gestion quotidienne du parti et d'exécution d'activités politiques pour l'autre. Il a transmis au fédéral les messages d'accompagnement de l'interfédéral grâce à Yamba Kazadi, empêché pour ses fonctions d'État. Enfin, en début de soirée, il a fait une première prise de contact avec tous les membres politiques proposés au cabinet politique de l'interfédération du Grand Katanga, dont la mission principale relève de faire des propositions en vue de l'avancement de toutes les 4 fédérations issues du démembrement de l'ex-Katanga. Message central, œuvrer dans la droite ligne de nouvelles orientations politiques de l'autorité de référence, Maître Guilo Andomboyo, ministre d'État et de l'aménagement du territoire. Il faut reconnaître que nous, en tant qu'interfédération, nous travaillons avec toutes les fédérations, nous les assistons, nous les accompagnons. Nous l'avons fait. Ces audiences ont été un moment d'échange particulier avec les différents cadres du dit parti et d'arrêter des stratégies communes. En sport, le match de gala pour la promotion de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo entre les légendes du football congolais contre les légendes africaines qui s'est soldé par un score de 2-3. Ce avant la table ronde Kinshasa solidaire qui a eu lieu ce mercredi sous le thème « Vers un football inclusif et durable en République démocratique du Congo ». Vers un football inclusif et durable en République démocratique du Congo, défis, opportunités, stratégies pour le progrès ne se veut pas seulement un simple slogan, mais une réalité pour l'éclosion du football congolais. Sous le haut patronage de la présidence de la République par le truchement du ministère des Sports, les différents panélistes d'ici et d'ailleurs ont décortiqué les défis à relever afin de palper le succès du ballon rond en République démocratique du Congo. Nous travaillons vraiment ensemble de façon à donner un bon résultat l'année prochaine. Et l'idée est de pouvoir amener cette coupe au Congo. Ça fait 50 ans que la République démocratique du Congo n'a pas pu gagner la CAN. Donc on pense que 50 ans après, c'est très de justice. Nous avons une très très belle équipe. L'apprentissage continue. Après la qualification à la CAN, il reste beaucoup à faire en termes techniques ou encore d'infrastructures. La RDC tient à remporter la prochaine édition de la CAN et aussi se qualifier pour le mondial. La table ronde Kinshasa solidaire, c'était aussi ce match de gala pour la promotion de la paix en République démocratique du Congo. Parrainé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, ce match a connu la participation des stars de la musique et de la comédie congolaise, en l'occurrence Fally Ipupa, Gaz Mawete, Fiston Saïsaï et Herman Amissi. Je suis d'abord très content pour la rencontre d'aujourd'hui parce que ça fait longtemps. On n'a pas retrouvé tous les joueurs congolais ici, comme aujourd'hui, c'est pour les matchs des galas. Je suis très content. Samuel Etofis, Djedja Okocha et Emmanuel Adebayor figurent parmi les légendes du football africain conviés à cet événement sportif. C'est avec des gants de gardien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est apparu au stade des Martyrs de la Pentecôte. Par ce geste inhabituel pour un président en fonction dans les pays, Félix Antoine Tshisekedi se pose comme un gardien de la paix pour un avenir radieux. Tout un symbole en ces temps où tous les efforts sont déployés pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Des images inédites, historiques et inoubliables, comme l'a dit entre les lignes ce reportage de Nathalie Oko qui boucle ce journal. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Le monde entier a les yeux braqués sur l'Angola où séjourne le président américain et quelques chefs d'État de la sous-région, dont Félix Tshisekedi. Ils discutent au sujet du corridor de Lobito qui devrait traverser tout le pays en direction de Kolwezi pour le transport des matières premières. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances 2025 a été examiné au Sénat et confié à la commission Ecofin. Vous avez suivi dans ce journal quelques réactions des élus grâce à Salambo Chako Ankoni, justement. Et nous sommes rendus à l'IGF pour parler du décès de Victor Batoubenga, l'adjoint de Jules Alinguete, décédé en Belgique le mois dernier. Les chefs des services a rendu hommage à un héros élevé à ce rang justement par le président de la République lui-même dans l'ordre Kabila Lumumba. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux. Vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ceci concerne la journée porte ouverte avec les professionnels des médias. Le 14 décembre, chaque année, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP en sigle, célèbre son anniversaire d'existence. Pour marquer l'événement, cette année, la CENSAP s'ouvre à la presse à travers une journée porte ouverte spéciale. À cet effet, ce 13 décembre 2024, le directeur général, M. Junior Mata, va s'apaisantir avec le professionnel des médias sur les matières ci-après, l'implémentation réussie de la réforme de la sécurité sociale initiée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'impulsion de la tutelle, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, son Excellence Jean-Pierre Liaou Ebois, la gouvernance de la CENSAP, le système de contrôle interne conforme aux standards internationaux, les outils de gestion des risques adéquats, le plébiscite du directeur général de la CENSAP comme meilleur mandataire public de la RDC, le système de management de la qualité, certificat ISO 9001 version 2015, l'intégration de la CENSAP au portefeuille de la CIPRES, les performances financières exceptionnelles, le respect des ratios prudentiels réglementaires, l'amélioration de la rentabilité sociale, pour ne citer que ça. Cette activité sera relayée sur toutes les plateformes de communication, à savoir médias traditionnels, presse écrite, médias en ligne, réseaux sociaux et autres, afin de toucher toutes les couches sociales. Pour tout contact ou commodité logistique, appelez au plus 243 81 88 00100. CENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Fête à Kinshasa le 2 décembre 2024.